je m'appelle Raymond. On se retrouve dans le cadre d'une investigation. Comme vous le savez, les investigations sont internationales et nous, pour la partie française, faire cette investigation avec mon ami Ninon ici. Elle ne connaît pas le sujet. Et donc, elle m'a demandé une induction un peu longue, mais on va y aller quand même. Donc, je vais vous demander de patienter un petit peu. Donc, je vais faire l'induction jusqu'à 10, en fait. Donc, je vais commencer le décompte. Allez, tu prends ton compte de respiration, Ninon. Et à mon 10, tu vas te retrouver dans un autre plan. Et je commence le décompte. Allez, 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, tu te connectes sur la série animée des Simpsons. Et tu me dis quelle fréquence vibratoire tu perçois. À mon 3. 1, 2 et 3. Dans les chiffres que j'ai, c'est que des chiffres assez bas. J'ai eu 3, 17, 56. Donc, c'est des fréquences. C'est des petites fréquences, quoi. Ouais, des basses fréquences, quoi, en fait. Bah, elles sont dans le positif, mais elles sont pas très hautes, ouais. Ok, de toute façon. Hein. Donc, positive, fréquence positive, mais pas très haute. Pas au-dessus de 0, c'est ça que je veux dire. Ouais, elles sont pas négatives, elles sont à peine au-dessus de 0, quoi. Hein. Ça vole pas très haut, quoi, en fait. Ouais, c'est stagnant. Elle varie pas. Non, c'est bien ancré. Et donc, écoute, on va passer à la question numéro 2. Donc maintenant, tu as de la chance, tu vas regarder la série animée des Simpsons, mais uniquement sur le plan métaphysique. Et dis-moi ce que tu perçois ou tu visualises.
3. 1, 2 et 3. Je vois comme des... Je vois comme des espèces de créatures qui pourraient ressembler à des créatures marines, des poulpes, des trucs comme ça. Comme si, quand on regardait, ça créait des égrégores. Ça nous connectait à ce genre de créatures. Et ouais, voilà. Pour l'instant, je vois ça. Donc, en fait, le fait de visualiser un dessin animé pourrait éventuellement nous connecter à ce type de créatures, c'est ça? Ouais. Bah, elles sont surtout connectées avec technologie qu'ils utilisent, enfin, pour regarder. Pour l'instant, je les vois agglutinées sur l'écran, tu vois. Comme Et des le lien avec, coquillages qui et le lien s'incrustent. avec le dessin animé? Ben, c'est comme, comme si ça attirait ce genre d'insectes. C'était le mot un peu qui venait de créatures, quoi. À Comme cause des de, esprits, des idées, des égrégores qui viennent s'agglutiner. si je te dis les résonances de ce dessin animé attirent ces créatures, C'est des créatures, moi ça me fait penser à un dessin animé qui s'appelle Mushishi. Et les Mushis, c'est des espèces de petits démons, entre guillemets, qui représentent des idées, des choses. Et du coup, ça prend forme comme ça. Moi, je vois ça un peu comme ça. bon, écoute, Des petites, on des ira petites voir un peu créatures invisibles qui s'agglutinent comme des insectes autour de l'écran. autour de l'écran, quoi. On ira voir Ouais. ça un peu tout à l'heure. Donc, question numéro 3. J'ai compté jusqu'à 3, et à mon 3, tu me dis ce que tu perçois du père fondateur des Simpsons, Mm. Matt Groening, j'espère que je prononce bien. 1, 2 et 3. Je sais pas pourquoi, mais je le vois en dessin animé là, mais bon, c'est pas grave. Je vois son personnage. Dans les Simpsons, Euh, j'ai l'impression que c'est une manière de dire qu'il se prend pas trop au sérieux. Euh... Bah, il y a encore cette idée, effectivement, qu'au début, il cherchait plutôt à faire quelque chose de d'accessible à différentes tranches d'âge. Il y a différents regards par rapport à la série, différentes couches, enfin, ouais, différentes couches. C'est pas si léger que ça. ce ne sera pas des énergies légères. C'est ça que tu es en train de me dire, qu'autour de Il y lui. a une volonté. Non, c'est là, je suis plutôt dans la source. Qu'est-ce qui fait que ça crée sa volonté de création? Il y a une volonté, c'est pas forcément de divertir, c'est plus d'avertir. Donc, il y a quelque chose de double regard dans ce qu'il a créé. Faire passer des messages. Comme s'il voulait créer un peu une synthèse de la réalité, tu vois. Dans la réalité, c'est un peu ça. Il y a différents personnages de générations différentes et chaque personne n'a le même regard sur les choses et donc ce qu'on voit, c'est interprétable selon notre âge. Qu'il a voulu créer quelque chose de dense comme ça qui permet de retrouver cette richesse. Comme des clichés.
Ouais, c'est plutôt la richesse d'interprétation en fait. Ouais, il y a pas mal de symboliques et puis de double lecture quoi. Hum. T'as autre chose à rajouter? Non. Écoute, on va passer à la 4e question. Hein. Les mains des Simpsons, je sais pas si tu t'en as aperçu, elles n'ont que 4 doigts. Mhm. Que perçois-tu à ce sujet? J'ai le mot facilitation qui vient, c'est plus facile pour le dessin. Ça permet quand même de montrer un certain mouvement dans les mains, mais bah, ça oblige pas à dessiner 5 doigts, donc c'est plutôt pour ça qu'il y a 4 doigts. Il n'y a pas de symbolique, enfin, il n'y a rien de spécial quoi. C'est issu de Disney, voilà. Très bien. C'est plus un code d'animation que. Ouais, facile à dessiner. Ouais, c'est plus facile pour dessiner en fait. C'est très bien. Et une autre question. Ça montre la limite entre le réel et le dessin animé quoi. Ouais. Ça montre que c'est pas des vraies personnes. On va rester un peu dans cette légèreté là. Mm. Très bien. Mais écoute, on va passer à la question 5. Pourquoi les Simpsons sont-ils dessinés avec la peau jaune? Ce qui me vient, c'est ça fait un peu comme les extraterrestres. En gros, c'est pour qu'on qu'il n'y ait pas forcément de, je sais pas comment dire. On va pas faire le lien. Ouais, pour pas qu'on enfin, pour pas qu'on les compare à ce qu'on connaît en fait. Et ça permet de prendre plus facilement de la distance et de se les approprier, mais autrement en fait, les personnages. Ça permet d'une plus grande distance et de leur faire des choses plus facilement en fait. Euh, et de leur permettre aussi de casser certains codes. Enfin voilà, il y a pas de, ils ont plus de liberté les personnages du coup, puisque on n'est pas obligé de se Enfin, les s'identifier à eux. approprier, de se dire ah bah c'est comme moi, donc lui il fait ça, j'ai le droit, j'ai pas le droit. Là il n'y a pas ce problème là, donc ils sont un peu plus libres. On va faire plus de choses. S'il y a des tabous, des choses comme ça. C'est un peu... Souvent aux États-Unis, les dessins animés ou les films, les séries, tout ça, c'est un peu comme eux, ils voient ça un peu comme des espèces de d'apprentissage de code, et puis les personnages, ils sont là pour nous apprendre à commencer la vie, comment être bien, parfait. Et là, les Simpsons, c'est plutôt l'inverse, quoi. On casse les codes et on va chercher à montrer les choses d'une certaine manière, ou de différentes manières, et on cherche pas à... Et le fait de les faire jaunes, c'est un peu comme des fois quand on voit dans des films toute ressemblance avec... là, il n'y a pas de ressemblance. Ouais, c'est ça, ils cherchent pas forcément à ce qu'on se compare à eux. Et du coup, comme on va pas le chercher, bah finalement, ça nous rend libre aussi, dans un sens, de se les approprier ou pas, et puis voilà, ça permet aux personnages d'être plus riches. Ok. Comme ça que je vois le truc. Donc, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans, quoi. Ah non. Et bien, on va passer à la question 6. Un autre côté des Simpsons, c'est que les Simpsons sont célèbres aussi pour leurs prédictions, Ouais. ou plutôt certains événements racontés en plusieurs épisodes qui après des années, se sont réalisés. Que perçois-tu à ce sujet? Mhm.
C'est plus lié au scénariste. J'ai l'impression que ça fait un peu partie du même genre de personnages qui vont avoir écrit Stargate ou qui vont avoir aidé Spielberg pour certains films. C'est des gens qui écrivent en étant inspirés. Ouais, c'est ça. C'est pas de la médiumnité, mais pas loin, quoi. Ils ont accès sans trop vraiment le savoir, quoi, à des trucs. Ben, on ira approfondir ce sujet tout à l'heure, là, cette question 6. Et donc, je passe à la question 7. Recherche et décode les informations ésotériques les plus marquantes que tu perçois sur cette série depuis plus de 30 ans. À mon 3. 1, 2 et 3. Observe et décode les informations ésotériques de la série, c'est ça? C'est ça, ouais. La série, tu penses à une ligne de temps, sur une ligne de temps de 30 ans, et tu regardes ce qui se passe au niveau ésotérique. Tu te mets sur un plan ésotérique, tu regardes ce qui se passe. Éthérique, c'est ça? Ouais, éthérique, ouais, c'est Et je ça. regarde ce qui se passe dans l'éther. à l'intérieur des gens, quoi. De la série, hein. Il y a des phénomènes qui te marquants, qui te marquent. Dans la série, je vois comme une espèce de cassure entre la moitié et 2 tiers de de la série. Il y a comme une cassure au niveau scénaristique et au niveau des volontés du début. Il y a une perte d'intérêt, ouais. Un changement. Ça devient un peu plus rattaché aux volontés des agences, enfin de l'industrie médiatique, quoi. Je voyais les gens avec des gros yeux comme les Simpsons, tu vois, c'est comme une espèce d'idée de transe. Euh... Non, je vois rien de spécial à part ce que j'ai vu déjà tout à l'heure. Pour l'instant, à part cette cassure, je vois rien. Ben, on va aller creuser tout à l'heure, hein, de toute façon. Niveau ésotérique. Okay. On va aller voir plus en détail cette cassure. De toute façon, on arrive à la question numéro 8. Qui est la dernière aussi. Avant de passer à la partie libre. Bon. Donc, les Simpsons font une prédiction concernant un conflit nucléaire entre les États-Unis et la Chine pour l'année 2023. Que perçois-tu? C'est des prédictions. La plupart des prédictions qu'ils ont faites dans la série, c'est des prédictions qui sont assez faciles, on va dire, qui sont liées à de l'intuition basique, c'est-à-dire un peu comme celles que peuvent faire les philosophes s'ils connaissent bien les mécanismes d'un pays ou d'un peuple. C'est pas si magique que ça, quoi. Hein. Ouais, c'est de... Donc là, par rapport à cette prédiction-là autour du nucléaire, je dirais qu'il y a... À chaque fois, ils ont 70% de chances que ça arrive, quoi. Il y a des possibilités que ce soit pas la bonne ligne de temps, mais c'est... Ouais, 2 tiers. Ça n'a rien à voir avec les lignes de temps.
Hmm. Ça n'a rien à voir avec les lignes de temps, par rapport à ce que tu dis. Bah si, parce que en fait, ils imaginent, enfin, ils font des probabilités et bah il y a des chances quand même que ça arrive. Mais on est dans le domaine de la prédiction, donc de la clairvoyance. Hmm. Bah moi, pour moi, ça n'en est pas. Oui, Pour moi, c'est de voilà. la probabilité plus que de On la n'est vraie pas dans le prédiction. domaine ésotérique, là. Là, pour moi, c'est de la probabilité et légèrement de la médiumnité, mais c'est, je sais pas s'il faut leur. Moi, je vois pas des gens qui savent et qui mettent des. Je vois pas d'agenda spécial ou je sais pas quoi. Mm. Bah, alors, ça, c'était la dernière question. Donc, ce Mm. côté ésotérique des prédilections, pour toi, c'est plutôt des conclusions logiques. Ouais. Mm. C'est quelqu'un, je pense, qui est plutôt intelligent et qui connaît bien les tenants aboutissants de ce qu'il raconte et il va au plus à l'essentiel, quoi. Donc souvent, il tombe bien. Bah, ils sont plusieurs, hein. Il est pas tout seul, Matt Groening, mais il tombe plutôt juste, quoi. Mm. Mais, tu m'as parlé tout à l'heure de, Après, en ce qui concerne le nucléaire, bah, en Chine et avec les États-Unis. là, on n'est pas dans on est dans une sorte de logique, ça pourrait arriver compte tenu du contexte, mais rien à voir avec de la prédilection. Ouais, c'est ça. C'est pas. Mais tout à l'heure, tu vas parler d'un scénariste Oui, des scénaristes, ouais. qui était peut-être sans le savoir connecté, quoi. Ouais. Donc tu pourrais en voir un pour voir. Et on va le voir, on va voir dans le détail qu'est-ce qui se passe avec lui, le plus avancé, quoi, le plus connecté. Scénariste principal. Ok. T'en as trouvé un? Mhm. Dis-moi, au niveau ésotérique, est-ce qu'on on est en face d'une personne qui a des certaines capacités, clairvoyantes notamment. Il a une aura verte et marron. Il est ouvert au niveau du chakra du cœur. Après, il a pas forcément. Et tu vas prendre une prédiction qu'il a faite et on va l'analyser, on va regarder d'où elle est venue, quoi, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme prédiction? Comment elle a Tu pris? veux que je me connecte à ses prédictions, c'est ça? Mais non, en fait, tu vas prendre l'exemple d'une prédiction hein, qu'il a faite et on va regarder comment elle est arrivée, quoi, en fait. Ah oui, ok. Par exemple, il y en a une sur l'élection de Trump, je crois. Je sais pas si c'est lui qui l'a faite. Hein. Un titre d'exemple, tu vois. C'est sur quoi, là? Moi, je veux un mélange de probabilité, de prédiction et Un mélange des deux, de tout. de connaissances. Ouais, comme si pour lui c'était évident, quoi. D'accord, ça, si je comprends bien ce que tu dis, c'est une personne logique qui analyse bien la situation et quelque part ses capacités lui font apparaître des choses comme évidentes.
Ben, il suit. En fait, il est pas tout seul à écrire, hein, il en a d'autres, et il suit les intentions donc du créateur. Et donc, il est influencé par différentes choses, tu vois. Il est pas tout seul. Donc, il y a ce mélange de différentes choses qui va permettre de tendre vers des résultats plutôt probants. Mais je pense qu'il y a il y a les différentes intuitions de personnes qui s'accumulent, en fait. Mais Il y en après, a un quel est qui le va être but? plutôt intuitif mais probabiliste et l'autre qui va plutôt être clairvoyant et les deux combinés, ça va donner des bons résultats, quoi. Et après, Parce la qu'ils question vont se pose. jamais partir trop loin et jamais partir trop dans des trucs c'est vague. Donc ça leur permet d'avoir de bons résultats. Mais après, quel est le but recherché? C'est pas voulu, hein. Pas forcément, hein. Mais c'est un moyen aussi de peut-être à force, s'il les laisse les prédictions, c'est peut-être un moyen de dire bah voilà, si avec une certaine distance et connaissance, on peut avoir accès aux informations, hein, c'est possible, hein. Non, mais après, la Qu'est-ce que question tu que veux? je me posais, si tu veux, c'est à partir du moment où tu fais des prédictions, hein, Mhm. sur des analyses, parce que apparemment, ça a l'air d'être plutôt des analystes que des clairvoyants, hein. Oui. On Eh cherche ben. pas aussi, hein, quelque part, notamment, je pense à l'histoire du nucléaire avec la Chine, là. Faut pas faire peur et influencer les gens, tu vois. Moi, leur intention, je les sens plus comme un moyen, à travers le dessin, de permettre aux gens de prendre de la distance et de banaliser les choses, banaliser le mal. C'est pas faire peur, c'est justement aseptiser plutôt. Donc l'idée, elle serait plutôt de... Donc l'idée, elle est pour toi bienveillante. Bah, à la base, c'était plutôt on va avertir les gens. Ça, c'est vraiment ce que je ressentais. Et à force, je trouve que c'est plutôt c'est un avertissement, mais caché derrière le divertissement, c'est un Parce peu que plus léger. tu fais passer à travers des dessins animés, C'est de la à l'air banalisation, anodin, ça devient. innocent, mais tu fais aussi passer des messages. Ouais, c'est ils font passer les messages, ils font passer la pilule plutôt un peu, tu vois. C'est ça devient un peu ça à la fin. C'est en gros. Bah, vous y attendez vous aussi, voilà, ça va arriver, mais bon, bah, vous l'avez vu dans un dessin animé, donc c'est pas si on dans un dessin animé où on le sait, c'est pas forcément très, enfin, ça banalise un peu l'accès à l'information, l'accès à la réalité. Je sais pas comment Ça met la expliquer, réalité mais sur un autre plan. hein, Ça met la réalité sur d'autres plans. ouais, c'est ça. Ça déphase un peu la réalité et du coup ça favorise l'idée que les choses, au final, elles sont pas très importantes. La réalité, le vrai ou pas. Et du coup, le virtuel prend plus en plus de place. Ah, mais là, dans le cas d'une bombe nucléaire, quand même, c'est pas anodin, quoi. En tout cas, je ressens pas d'égrégore de peur dans le visionnage de ce genre d'informations. Et est-ce que tu ressens une intention? L'attention, l'intention, c'est enfin, pour moi, pour les industries, c'est de banaliser. Pour lui, c'est peut-être plus pour donner l'information. Comment il la voit, mais Tu m'as parlé tout à l'heure d'un tournant dans les Simpsons, avec une sorte de cassure. S'il y avait hmm. une reprise de l'orientation des Simpsons, Ouais, c'est une reprise par les industries. Ouais. marketing, commerce, financière. Ouais. Donc ça veut dire qu'y compris la teneur originale des Simpsons, Hmm. elle serait aujourd'hui dégradée.
Un peu, ouais. On aurait une image Ils vont des chercher à. Il y a je sais pas combien de saisons. Il y a des choses 30 ans. qui sont étirées. Il y a des. Bon voilà, tout n'était pas nécessaire, quoi. Et puis ces prédictions, ça aurait pu être intéressant si c'était quelques-unes par-ci par-là. Ça restait rare, ça restait intéressant, ça restait quelque chose de. Ce qui va intéresser les gens, c'est le mystère, c'est ce qui est rare. Si c'est banalisé, parce que c'est tout le temps, c'est plus visible. Ouais. Donc voilà. Ouais, mais des prédictions, ils montrent certains aspects de la société. Ah bah ça oui. Mm. L'idée, elle n'est pas que de faire les Simpsons, c'est pas, moi, je les connaissais pas sur, Ah bah c'est une transposition un peu. oui, l'image de la société. Donc, on a voulu montrer quoi, ses travers ou, Ouais, les différents travers, les différentes couches de la société aussi. Ouais, c'est une critique très profonde de la société, hein. Et à la fois une critique et une banalisation parce que c'est des personnages qu'on voit au quotidien, qu'on voit en boucle, avec plein de saisons. Euh, c'est à double tranchant, hein, comme beaucoup de choses dans ce secteur-là. donc, si, tout à l'heure, tu m'as dit, t'as pris de la hauteur, de la distance, et au Mhm. niveau ésotérique, il y a rien d'interférence, on va dire. On est bien d'accord là-dessus, quoi. Bah, ça participe à d'autres égrégores, tu vois, mais c'est quelque chose qui les dépasse, qui est plus grand qu'eux, tu vois. Il n'y a pas de un égrégore spécial Simpson. On va vous amener ce truc-là. Non, Ah, mais c'est. malgré tout, tu m'avais dit que les fréquences, tu les trouvais pas excessivement. Ben, Bah non, elles sont pas très hautes puisque c'est rattaché aux industries, donc. donc, en fait, si je comprends bien, c'est cette industrie de l'argent qui fait baisser les fréquences de, de ce dessin animé. Ouais, ouais. Ouais, puis la gloire, le pouvoir, la richesse, Donc, ça c'est retourne devenu un une peu la entreprise tête des commerciale. créateurs aussi. Ouais. Donc, c'est devenu une pompe à fric, une industrie Ouais, ils s'y attendaient commerciale. pas au début, hein, donc. Et elle donne derrière tous ces échos et toutes ces fréquences et ces résonances basses. Mm. On est d'accord. Mais en fait, quelque chose qui à la base est de qualité, qui va remettre en cause, ça peut attirer des énergies enfin des énergies basses, et du coup, ça va ils vont utiliser les énergies basses enfin, comment dire. Il n'y a pas besoin d'aller des fois de faire des grosses interférences de ouf. Il suffit d'utiliser les énergies basses de la Terre qui existent déjà et là, bah, ils utilisent essentiellement celles des industries. Euh, Ça a été complètement détourné de l'intention première, hein, les Simpsons, hein. Ça a été, ça a dépassé le créateur à partir du moment où c'est devenu connu, hein. Et il y a eu des produits dérivés, tout ça. C'est un peu comme Disney, c'est plus du tout Disney au début, quoi, ça n'a rien à voir, hein. ouais, ouais. Même si le mec, c'était pas forcément un type parfait, c'est plus du tout ce que c'était au début, hein. Ok. Et c'est une question. Hein. Sur des grandes idées comme le racisme, comment se positionnent les Simpsons? Hum, c'est pas trop présent parce que justement, les personnages, ils sont. Il y a pas vraiment de. Comment on dit là, quand on différencie les gens là. Le principe, le wokisme là. Merde, je me mélange les pinceaux, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est Ah, mais encore pire malgré que tout, ils d'habitude. ont, je sais pas si
un personnage Mais enfin, indien. en tout cas, il y a plein de personnages différents. Il y a pas de. Chacun a sa place et chacun fait rire d'une manière différente. Et donc, il n'y a pas de message. Pour moi, il n'y a pas de. Ils sont satiriques envers tout le monde, quoi. Ouais. Il n'y a pas de discrimination là-dessus, quoi. Non, c'est clair. Je vois pas de discrimination dans les Simpsons, hein. Tout le monde prend pour son grade, hein. Après, il y a une autre question. Après, le choix de ce qu'il y a derrière les personnages et qu'est-ce qu'ils vont critiquer derrière, moi, c'est orienté, hein. Lisa, c'est une intello, et, je crois, un peu féministe et tout. Elle est critiquée. Il y a le méchant capitaliste, là, le Burn. Je sais plus exactement son nom, mais enfin, bref, lui, c'est pareil, c'est choisi au début, je pense. Le père, un peu gamin et bonnet, bon, c'est voulu aussi. La mère, bon, femme d'intérieur. Le fils Ouais. qui fait des conneries. Bon, il y a à la fois des clichés, à la fois des choses qu'on veut critiquer. Bon, enfin là, je suis très cliché, très simpliste dans la détail des personnages, mais voilà, c'est orienté, c'est pas, il y a quand même une orientation. Ouais. Bah, c'est traité avec humour. Mais tout le monde en prend pour son grade parce qu'il y a un petit garçon qui est un peu bête, c'est le fils d'un policier. Bon, on pourrait dire quand même par hasard. Après, je sais pas, mais bon, bah, il y a des critiques qui sont plus légères que d'autres, quoi. Quand t'es Ouais. un adulte, tu dis bon, c'est le fils d'un policier. Quand t'es un enfant, tu vas pas te dire ça. Et le petit, il est un peu bêta, bon, bah, voilà. Mais c'est léger, c'est pas Ceci méchant. dit, on n'a rien contre les policiers. Hein. On critique gentiment un enfant bêta, bon, il y a pire, hein. Ouais. Après, il y a dit, ouais, ça critique vraiment tout le monde, j'ai l'impression, donc c'est ça qui est bien. Et un peu tout le monde. Tout le monde en prend pour son grade, quoi, en fait. Ah bah là-dedans, ouais. Et après, Repense au clown, je repense, ouais, il y a tout le côté, vraiment le côté capitaliste qui prend vachement tout, pour son tout à, grade, quand même. tout à l'heure, on a pas. Ouais, mais là, apparemment, l'orientation, elle a été un peu modifiée du fait de la reprise, quoi. Hein. Ouais. On n'est plus sur ces critiques acerbes. Là, ça va être beaucoup plus léger, non? Bah à force, ouais, parce que c'est banalisé. Une question, Il y là. a eu trop de saisons, en fait. Bah ouais. Ça devient du marketing, hein. Mm. Marque déposé, hein, les Simpsons, là. Tu l'as dit tout à l'heure, hein, on le retrouve partout, dans les t-shirts, partout. Hein. Dans les cartables des écoliers qui vont faire leur rentrée bientôt. Mais Il y c'est a vrai que des... tout le monde peut se retrouver dans les personnages parce qu'il y en a pas un qui est blanc, l'autre noir ou l'autre malade ou machin. Enfin, ils sont vraiment, c'est vrai qu'ils sont un peu passe-partout. Donc du coup, ben, On peut y aller. il y a vraiment pas de limite. Il y a pas un pays spécifique ou bon, la ville, c'est une ville qui est aux États-Unis, mais bon, si on le sait pas. Ben là, on est typiquement sur les familles américaines, quoi. L'américain moyen. Bah, Springfield, ouais, c'est aux États-Unis, mais bon. Après, une autre question. Donc, on a parlé tout à l'heure des personnages à quatre doigts. Tu m'as dit que c'était pour des facilités de dessin. Mm. Ouais. Pour ce, et bizarrement, tu as Dieu qui est représenté avec 5 doigts et Jésus aussi. Dans le dessin animé? Ouais. Ah ouais, c'est marrant. Il y a une raison particulière. Dieu et l'autre, c'est quoi? Et Jésus, son fils, le fiston. Comme si on voulait inverser un peu. On anthropomorphise Dieu et Jésus et puis pas les autres, quoi. C'est un peu ça l'idée, moi je ressens ça comme ça, un petit peu un- une Ça, c'est critique de la un une peu comme les critique intouchables. de la religion finalement, c'est
typiquement américaine, quoi. Mm. Ok. Et après, je sais pas si l'information est exacte. Il semblerait que les Simpsons ne passent plus à la télé. Comment? Il semblerait que les Simpsons ne passent plus à la télé. D'accord. Tu perçois quelque chose là-dessus? Bah, je sais enfin, il y a eu un film, hein. Ben, c'est peut-être repris par les plateformes, non? Mais les séries, en fait. Moi, ce que je vois, c'est que ça existe sur divers médias. Et je pense que comme ils ont fait le tour, bah, ils ont pu. Enfin, c'est. Pas de raison particulière, quoi. En fait, faut que je cherche à savoir pourquoi c'est plus à la télé. Pourquoi ça passe plus. Là, c'est une raison particulière, en fait. Ah oui. Euh, Ça correspond plus aux fréquences actuelles. Ils veulent plus passer des choses aussi pertinentes à la télé. C'est comme si c'était de la censure, alors. Un peu, ouais. Enfin, de la censure, ça a duré longtemps quand même, hein. Mais déjà, ils veulent se renouveler et puis ouais, ils veulent plus trop cette. Ce type on va dire, Ouais. entre guillemets, d'infos. Après, ils peuvent pas empêcher que ça existe en film, en DVD, en voilà, sur YouTube, tu vas retrouver, hein. Mais Ah ouais, sûrement, ouais, mais le fait est, c'est que sur des grands médias que sont la télévision, hein, audiovisuel, hein. ouais, les plateformes, c'est vrai que je les vois Ouais. pas dessus. Donc, Hmm. donc, si je comprends bien, c'est volontaire, quoi, en fait. Ouais, moi je vois une histoire de fréquence. Ah ouais, Comme ouais, si c'est ça pas, correspondait pas à la volonté des médias actuels. Là, ils cherchent vraiment à baisser les fréquences, hein. Encore plus, hein, au niveau de la musique, au niveau de ce qu'on visualise, c'est très bas, hein. donc, il y a une, Pour proposer quelque chose de haute vibration, il faut être indépendant, en fait, hein. Pour moi, il faut être indépendant, hein. Quand je vois, là, Barbie, là, oh, punaise. Faut pas que j'y pense, c'est le mental qui revient, là. Je mets ça de côté. ça n'a pas de poupée Barbie, donc on saura que notre ami Ninon n'a pas de poupée Barbie chez elle. Alors, ne lui offrez pas Si un... j'en ai, quand j'étais petite, j'avais plein de Barbie, j'adorais y jouer, mais j'utilisais Et qui est la mon imagination, hein. J'étais pas du tout, j'avais pas les maisons de poupées, les machins, j'avais que les Barbie en elles-mêmes. Sur ce, écoutez, moi, j'ai pas beaucoup de questions là-dessus. On va pas partir sur Barbie, hein. Ah. Hello Kitty. Donc, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Écoutez, écoutez, à la prochaine fois. Et on vous dit au revoir. Allez, au revoir et à bientôt. Et sur ce, je vais te faire revenir, Ninon, à mon 3. Ouais. 1, 2 et 3, et tu reviens parmi nous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno
liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni?
Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale
potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione
si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.